Pendant des centaines d'années, les humains ont complètement ignoré la vie intérieure des animaux. Ils les considéraient comme de simples robots, des machines biologiques uniquement dominées par leurs besoins, leurs instincts et leurs hormones. Les philosophes d'alors croyaient que les animaux répondaient mécaniquement à tous les stimuli auxquels ils sont confrontés. Pareil à une table ou une chaise, ils ne seraient pas capables de ressentir des émotions ou d'avoir des sentiments. Au fil du temps, cette croyance s'est peu à peu transformée en un dogme. Les scientifiques vivaient en effet dans la crainte d'être accusés du péché mortel d'anthropomorphisme en attribuant des caractéristiques humaines aux bêtes. Complètement distincts du règne animal, les humains étaient alors considérés comme les seuls êtres sur Terre doués de sentiments. Par contraste, toute action accomplie par les animaux était attribuée à l'instinct ou qualifiée de réaction. À la vue d'une telle scène, les scientifiques du passé auraient conclu que le zèbre fait preuve d'un état d'agitation déclencheur d'un stimulus spécifique entraînant un comportement de fuite. Mais au cours des dernières décennies, les chercheurs se sont élevés contre ce type de langage et sa façon d'envisager le règne animal. De nombreux scientifiques contemporains considèrent maintenant que le mouvement du zèbre est une réaction de peur. Une émotion primaire permettant aux animaux de survivre dans la nature en les encourageant à éviter le danger. Ces hommes de science ne pensent pas seulement que les animaux possèdent des émotions, mais aussi que celles-ci sont essentielles à leur survie. Commençons par mettre des mots sur ce qu'est une émotion. Contrairement aux sentiments, les émotions sont d'abord physiologiques. Elles naissent dans le cerveau sous la forme d'impulsions neuronales qui mettent l'organisme en mouvement. Ce sont des moteurs d'action. Parmi toutes les émotions animales, la peur est sans aucun doute celle qui est la mieux reconnue par l'ensemble des scientifiques. Même les agnostiques de l'émotion trouvent facilement des arguments pour défendre son bénéfice dans l'évolution de l'espèce. La peur est une émotion essentielle servant à déclencher un comportement de défense. C'est donc un atout évident pour la survie dans la nature. Sans elle, le gnou se tiendrait immobile face à un lion commençant à lui dévorer les pattes. Cette fonction de peur est génétiquement enracinée dans le système nerveux. Le langage corporel de la peur est aisément identifiable chez les humains. C'est aussi le cas chez d'autres animaux. Le professeur Joseph Ledoux, neuroscientifique de l'Université de New York, a passé 15 ans à étudier la peur en observant ce qui se produit dans le cerveau des rats lorsqu'ils la ressentent. La raison pour laquelle la peur est relativement facile à étudier et constitue un sujet si prolifique pour la recherche, c'est que nous avons de bonnes méthodes pour la provoquer et la mesurer. Si l'on a un stimulus et une réponse à celui-ci, il est très facile de suivre le stimulus jusqu'au cerveau et d'identifier la réponse. Il est donc possible d'observer certaines émotions via le comportement des animaux. Mais les émotions produisent aussi des réactions chimiques ou psychologiques programmées par le corps. Comme la plupart des animaux, les rats manifestent de la peur. L'odeur ou la vision d'un prédateur provoque ainsi chez le rat des bois du désert une réaction immédiate. Battement de cœur plus rapide et flux d'hormones dans tout le corps. La tour de contrôle de cette activité se situe à l'intérieur même du cerveau. C'est un minuscule appendice en forme d'amande appelé l'amygdale qui reçoit les signaux de danger potentiel et déclenche alors une série de réactions. Une fois le danger passé, cette réaction à la peur diminue et l'animal retrouve alors un comportement normal.
Ce système d'urgence est identique chez tous les mammifères, comme chez les oiseaux. Le professeur Bernd Heinrich est l'un des experts mondiaux des grands corbeaux, le membre le plus grand de la famille des corvidés. Il vit aux côtés de ces oiseaux depuis 30 ans maintenant et les observe dans la nature comme en captivité. Après les avoir pourvus en carcasse, leur source principale de nourriture, le professeur Heinrich a vite découvert que ces oiseaux dotés d'une grande intelligence étaient aussi très émotifs. Quand j'ai commencé à observer les adultes sur le terrain, je leur donnais des carcasses de veaux. Il pouvait parfois se passer des jours entiers avant qu'elles ne disparaissent. Ils en avaient donc peur. Ils ne les approchaient pas à moins d'être en groupe, ou à moins qu'un autre animal s'y attaque en premier. Je ne pouvais pas m'imaginer comment ces spécialistes des carcasses pouvaient en avoir peur. Je pensais qu'au contraire, ils se jetteraient dessus. Et ce cas de peur n'est pas isolé. Bien que le professeur Heinrich ait donné à manger à ce couple de grands corbeaux au même endroit pendant des mois et des mois, les oiseaux continuent d'approcher la nourriture avec circonspection. Comme un lapin qui serait effrayé par ses carottes, les grands corbeaux semblent terrifiés par un inoffensif morceau de viande. Les stratégies d'approche sautillante de ces grands corbeaux sont en effet un signe flagrant d'effroi. Mais si les grands corbeaux étaient en permanence aussi peureux, il est clair qu'ils mourraient très vite de faim. En réalité, ces oiseaux sont néophobiques, c'est-à-dire qu'ils ont peur des choses nouvelles. Tout ce qui leur est inconnu provoque chez eux une peur panique. Ces oiseaux passent du temps à évaluer chaque nouveauté avant de surmonter leur peur pour s'en approcher. Mais lorsque le professeur Heinrich a commencé à élever des grands corbeaux dans sa volière, il s'est aperçu que les jeunes oiseaux ne réagissaient pas de la même manière. Bien au contraire. Ils explorent systématiquement toute nouvelle chose placée devant eux. La curiosité des grands corbeaux les pousse même à ramasser, examiner et manipuler tous les nouveaux objets qu'ils croisent sur leur chemin jusqu'à ce qu'ils s'en lassent. La peur a laissé la place à la curiosité. Et comparée à d'autres émotions, celle-ci, comme d'autres marques d'intérêt, est souvent mal comprise. Les psychologues l'étudient depuis longtemps, mais elle n'a accédé au rang d'émotion que récemment. Elle est souvent plus prononcée chez les jeunes et s'estompe à mesure qu'ils grandissent. Sa fonction semble être l'exploration, la capacité d'attention et l'apprentissage. La curiosité est par définition le fait d'observer des choses nouvelles. Si l'on définit la curiosité comme le fait d'examiner des choses nouvelles, les grands corbeaux sont très curieux, surtout au début, lorsqu'ils quittent le nid et qu'ils manipulent différents objets. C'est une façon de tester les objets et de savoir s'ils sont ou non comestibles. J'en ai fait l'expérience. Et ils sont très impatients d'examiner les choses qui leur sont inconnues, avec lesquelles ils n'ont pas été en contact. Après un moment, ils ignorent complètement les choses qui leur sont familières. La curiosité encourage les jeunes animaux à faire de nouvelles expériences, à évaluer les choses inconnues. Dans un sens, c'est donc l'opposé de la peur. Cela leur permet d'apprendre ce qui sera bon à manger, de repérer ce qui pourra leur faire du mal, et d'écarter ce qui n'a aucun intérêt. Pendant une période limitée dans le temps, les grands corbeaux sont de grands curieux. Mais ça ne dure pas bien longtemps. Le professeur Heinrich a initié des expériences dans le but de comprendre ce qui se produit lorsque les oiseaux grandissent. Il a donc filmé de jeunes oiseaux apprivoisés pour décrypter leurs réactions aux nouveaux objets. Dans le cas qui nous intéresse, une souris mécanique. Dès l'âge de 4 mois, les grands corbeaux commencent à se méfier des nouveaux objets. Puis lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils deviennent totalement néophobiques.
On peut donc en conclure que les oiseaux ne sont plus gouvernés par les mêmes émotions en prenant de l'âge. Si leur curiosité infantile les pousse à explorer, la peur qu'ils développent en tant qu'adultes les préserve des périls potentiels. Le biologiste Marc Bekoff s'interroge depuis longtemps sur les implications de ces comportements. La question que je me pose n'est pas de savoir si les émotions ont évolué, mais à quoi elles servent? Quelle est leur fonction? Je pense que leur but est d'aider à développer des liens et de l'attraction ou de la répulsion entre les individus. J'aime les arbres et les pierres, mais je ne les aime pas de la même façon que j'aime un chat, un chien ou un loup. Et je pense que c'est parce que nous ne partageons pas d'émotions. Je pense donc que c'est le partage de ces états émotionnels qui est très important pour tisser des liens, pour faire fonctionner un groupe. Pas seulement les émotions positives, mais également les négatives comme la douleur, la peur ou la colère.